Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 2 décembre 2025. L'aventure s'annonce complexe, compliquée et difficile pour les partis en compétition pour les législatives de janvier prochain. Aventure difficile mais pas impossible, disent les différents partis politiques qui attendent amorcer le jeu avec assurance et même avec une certaine confiance. Le passé n'est pas le présent pour dire que les réalités du 8 janvier 2023 sont loin d'être semblables à celles qui s'annoncent en 2026. Certains y vont auréolés de leur accord parlementaire, ce qui est de nature à multiplier leurs chances de lever des sièges à l'Assemblée nationale. D'autres ont préféré y aller seuls en toute conscience et en toute confiance, en dépit du défi des 20% à recueillir obligatoirement dans chacune des circonscriptions électorales. C'est le cas par exemple du parti de l'opposition Les Démocrates. Le parti de Boni Yayi, qui se réclame parti du peuple, s'engage seul dans la bataille en toute connaissance de cause. On évalue ce soir avec les débatteurs la force de frappe de ce parti qui en 2023 a eu 28 députés. On verra donc les chances des LD dans cette compétition qui s'annonce quelque peu rude. En plateau, le duo des mardis. Delphin Gangana, bonsoir. Bonsoir M. Waham, bonsoir mon co-débatteur de tous les mardis pratiquement, et puis bonsoir aux téléspectateurs. Oui. Paul Arnaud Degueno, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Delphin, bonsoir aux téléspectateurs. Allez, on va tabler ce soir sur, je dois dire, la force de frappe du parti Les Démocrates, mais il y a une actualité en attendant vérification et confirmation. Ça se dit et ça s'annonce à grand renfort médiatique sur les réseaux sociaux qu'il y a une certaine difficulté pour le parti Les Démocrates en attendant donc qu'on ait confirmation. Une certaine Bassa Yvette qui est annoncée suppléante dans la 12e circonscription électorale, mais qui serait une personne démissionnaire du parti. Ça devient un peu difficile, non, pour le parti Les Démocrates, si cela s'avérait, si l'information est vérifiée. Alors, personnellement, je pense qu'on va espérer que ça ne soit pas le cas. Voilà, que ça ne soit pas le cas, que ça soit un canular, parce que ça en ferait trop pour ce même parti. Et malheureusement, on se demande, mais finalement, ces cadres, les cadres du parti ou les militants du parti, qu'est-ce qui leur arrive Et surtout, la question, c'est de se demander pourquoi est-ce que c'est dans ces moments précis que les gens annoncent leur démission. Parce que même en entreprise, on ne démissionne pas comme ça, même en entreprise. Et pourquoi est-ce que c'est dans des périodes aussi cruciales pour le parti que des militants, des cadres importants du parti annoncent leur démission? Donc franchement, je ne voudrais pas y croire. Voilà, allez, Delphin Garana, en attendant, comme je le dis, vérification et confirmation, on ne devrait pourtant pas s'inquiéter pour autant pour le parti Les Démocrates, cette affaire liée à la démission de Yvette Bassan qui est présentée suppléante dans la 12e circonscription électorale. Oui, et comme vous l'avez dit, on va rester au conditionnel. Parce qu'on ne sait pas, si c'est vérifié. Oui, ou surtout si est-ce que la démission d'ailleurs est intervenue avant le dépôt des dossiers ou après. Voilà, parce que le débat se fera sur ça. Est-ce que la démission est intervenue après ou avant? Sinon, l'article 41 est clair sur ça. L'article 41 du Code électoral dit en tout état de cause, aucun changement de candidat n'est autorisé, sauf en cas de décès ou d'une même candidature sur plusieurs listes. Les doublons. Donc c'est seulement dans ces deux cas de figure qu'on peut faire changement de candidat. Donc si la démission intervenait avant le dépôt, ça veut dire qu'il y a un souci, qui a signé la déclaration sur l'honneur du candidat. D'accord. Et qui a fourni le quitus fiscal du candidat. Est-ce que donc il y aura beaucoup de questions. Mais si c'est intervenu après le dépôt, le débat se fera. Mais sur la démission, l'article 11 de la charte des partis politiques est clair. C'est une liberté d'adhésion et une liberté de décision. Normalement, la loi n'autorise pas à quelqu'un, n'autorise pas à un parti politique de forcer quelqu'un à adhérer, ni de forcer quelqu'un à ne pas démissionner. Peut-être que les règlements intérieurs peuvent dire autre chose. Mais si vous opposez les choses, à ça, c'est comme si vous êtes en train d'enfreindre à la loi. Donc le débat se fera si
l'information venait à être vraiment... D'accord, allez, on garde, je dirais, on fait preuve de patience, n'est-ce pas, en attendant de voir l'évolution des choses. Canal 3 Bénin se montrera disponible à partager, dois dire, l'information avec vous. On suit donc cette actualité pour vous, chers téléspectateurs. On reste donc avec notre thématique du jour, où on s'apprête donc à évaluer la force du parti Les Démocrates, avec l'annonce, pour ne pas dire cette note de la Sénat hier, n'est-ce pas. Les 5 partis en compétition sont connus. On a 3 de la mouvance et 2 de l'opposition. Le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau Morel Bénin pour la mouvance, le FCBE pour l'opposition et en même temps le parti Les Démocrates. Comment vous voyez les choses avant qu'on évolue? Bon, déjà avec satisfaction. Avec satisfaction, vous vous rappelez qu'on en avait discuté la dernière fois où il y avait eu la liste provisoire et donc on espérait que tous les 5 partis en liste soient conduits et c'est le cas aujourd'hui. Donc moi je suis très, très satisfait de ce qui s'est passé, surtout de la Sénat qui semble vraiment maîtriser les choses et vraiment qui semble faire preuve d'une très grande professionnalisme dans le traitement des dossiers, donc c'est une très bonne chose. Bon, la guerre va être déclarée et donc on va pouvoir peser les forces sur le terrain. J'attends de pied ferme un peu le score que Morel Bénin. D'accord. On se demande pourquoi vous faites une fixation sur Morel Bénin. Alors je vais vous adresser la question de façon frontale comme ça, Detmen Gangana. Que peuvent les démocrates sur le terrain? Vous savez, quand un aveugle dit « je veux te lapider », c'est qu'il a pied sur caillou. Parce que si les démocrates, malgré tout ce que les gens disaient, parce que pour aller à une élection, vous devrez quand même évaluer votre capacité. Vous allez évaluer, vos capacités et puis vos insuffisances. Mais si, malgré tout, les démocrates décident d'y aller, c'est parce qu'ils se disent qu'ils sont quand même capables de pouvoir le faire. Parce que, vous savez, on est fort... C'est quand même le parti du peuple. Voilà. Et on est fort quand on arrive à relever des défis. C'est au moment où tout le monde dit « vous ne pouvez pas ». Et vous le faites qu'on dira que vous êtes quand même capable. C'est vrai que les motivations, les mobiles pour les élections ne sont pas les mêmes. Pour une élection présidentielle, c'est autre chose. Pour une élection communale, législative, c'est autre chose. N'oubliez pas que nous sommes dans une élection de proximité. Et donc, du coup, la victimisation ne marche pas de façon nationale. Ça peut marcher dans certaines zones. Donc, du coup, il faut savoir raison garder. Parce que même le plus grand parti politique, le plus grand que nous disons, que nous connaissons, ces militants ou les cadres ont eu le temps quand même d'informer suffisamment, même si nous ne connaissons pas les vrais scores. On même dit, eux-mêmes, ils n'étaient pas capables, ils n'avaient pas pu tirer leur épingle du jeu en disant que les 20% qu'ils avaient gagnés en 2023, qu'ils n'avaient pas fait ça. Donc, du coup, eux-mêmes, ils croyaient l'article, en tout cas, le 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Donc, du coup, quand c'est le troisième parti politique qui dit, oui, moi, je bombe le torse et puis je peux... Mais on se demande sur quoi il compte. Il compte certainement sur quelque chose. Oui, c'est vrai, on sait du parti Les Démocrates, n'est-ce pas, que ses membres ou ses élus avaient boudé un peu le code électoral, mais en allant seuls sans signer d'accord parlementaire, c'est qu'ils vont en toute confiance, mais c'est qu'ils vont également en toute connaissance de cause. Tout à fait. Et je reste persuadé que le parti a sûrement sa stratégie. Et peut-être que, parce que quand je lis un peu le fait qu'ils ont tenu à participer à l'élection présidentielle, puis aux élections communales et maintenant législatives, j'ai comme l'impression que le parti L d'échange tente d'éprouver le système électoral. Cherche vraiment à éprouver vraiment tous ces dispositifs électoraux mis en place à travers les réformes conduites de main de maître par le président Patrice Talon. Donc, je me dis qu'ils ont, comme il a dit, un pied sur quelque chose. Et ce pied sur quelque chose pourrait être le fait qu'ils pourront peut-être concentrer toute leur énergie sur une circonscription, quitte à faire en sorte que même les autres blocs présidentiels puissent ne pas réunir les 20% et qu'ils soient seuls. Là aussi, c'est stratégie. Voilà, ça pourrait être une stratégie. Donc, je reste patient de voir un peu déjà les premiers mots dans leur campagne, les premiers mots qu'ils vont dire. Ça pourrait être le signe de ce qu'ils le signe annonciateur de ce qu'ils comptent faire
Et puis, les enjeux sont... D'accord. Qu'est-ce que vous voyez comme atout du parti Les Démocrates sur le terrain pour le compte de ces élections législatives? Atout des démocrates sur le terrain, on va chercher, on va conjecturer autour de ça, mais je vais procéder rapidement pour rebondir sur ce que Arnaud vient de dire. Quand il dit qu'ils vont se concentrer sur une circonscription pour empêcher les autres de pouvoir atteindre 20% dans ça, l'accord de coalition parlementaire dit quoi? Ne dit pas qu'il faut avoir, que les partis qui sont en accord ont l'obligation encore d'avoir 20% dans chacune des circonscriptions. Quand vous faites accord, c'est de dire, si vous n'arrivez pas à avoir les 20% dans chacune des 24 circonscriptions et dans les 24 mais si vous êtes tout au moins arrivé à avoir 10% au plan national, ça veut dire qu'on oublie désormais la condition de 20% dans 24 circonscriptions. Pour ceux qui ont eu 10% au plan national et qui sont en accord parlementaire. En effet. Donc, du coup, si on se bat pour empêcher quelqu'un d'avoir 20% dans une circonscription, n'empêche pas l'intéressé. Peut-être qu'on se battra, veux-tu dire, on se battra également pour qu'il n'ait pas les 10% sur le plan national. Encore que de ma compréhension, peut-être que je me trompe sur la lecture, c'est-à-dire que vous faites accord parlementaire et que vous ne réussissez pas à avoir 20% dans une circonscription. Dans ce cas, on tient compte donc du fait que vous avez fait accord pour faire les règles. Mais cela n'exclut pas le fait que même dans votre accord, vous êtes quand même tenu d'avoir 20% dans cette circonscription. Si j'ai une mauvaise lecture, oui, bon, l'accord ne vous empêche pas d'avoir, je dirais, les 20%, mais au cas où vous n'aurez pas, on doit d'abord se référer sur la question des 10% à avoir au plan national. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire quoi? Que dans une circonscription, si même la somme de vos suffrages en tant qu'accord, donc ce groupe que vous formez, n'arrivait même pas à avoir 20%, c'est qu'on fait fi des 20%, si je comprends bien votre lecture. Non, il faut d'abord les 10% au plan national. Je pense que c'est une première condition pour toutes les formations. Pour toutes les formations, je dirais, pour toutes les formations en compétition. Et maintenant, la question de 20%, n'est-ce pas, va se négocier en fonction des accords et autres. Ça revient indirectement, si vous allez sans accord, à dire que vous aurez 20% dans chacune des circonscriptions électorales, un peu pour dire que vous aurez 20% au plan national si vous allez sans accord. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire quoi? Que si dans une circonscription électorale, malgré votre accord, vous ne réussissez pas à lever 20%. Et pourtant, je dis bien, malgré l'accord, je ne parle pas de l'individu. C'est-à-dire que je suppose que vous êtes deux à faire un accord. Les deux regroupés n'arrivent même pas à faire 20% de score dans une circonscription. Mais parce que vous avez réussi à avoir 10% sur le plan national, on décide que vous passez. Mais en même temps, malgré tout votre accord, tout le pouvoir, vous n'avez pas pu lever 20% dans une circonscription. Et donc, un parti qui n'a pas pu faire 20%, on l'élimine, mais un ensemble de partis qui n'arrivent pas à faire 20%, on dit quand même qu'ils passent parce qu'on a décidé juste qu'ils fassent accord. Vous voyez, en tout cas, ça pose un problème. Ça pose un vrai problème. Je ne sais pas si la lecture que les... Delphin, je vous sens vouloir réagir. Ok, oui, bon, le débat, ce n'est pas sur le bien fondé de l'accord en effet, de l'accord ou le bien fondé du test ou pas. C'est juste, comme il a dit, moi j'ai juste... j'ai bien compris. Parlons des forces... Oui, des atouts, les forces du parti que les LD ont sur le terrain. Oui, les LD ont des atouts parce qu'ils sont partie du peuple, ils sont dans le peuple et ils travaillent pour le peuple. Et quand vous avez eu certainement beaucoup de difficultés à tirer votre épingle du jeu, c'est que le Béninois a toujours ce côté un peu se fait des partenariats, ou bien ce côté un peu touchant, un peu sensible, sentimental. Vous êtes victime, allons les consoler. Et que si et que ça. Donc, à part ça, je pense que surtout que je ne vais pas dire tous les grands, surtout que les grands, ceux qui sont en vue, ceux qui sont un peu comme il a l'habitude de dire que désormais ce sont les grands électeurs. C'est ce qu'il faut dire, s'il faut parler de grands électeurs. Pour d'autres, ça veut dire que pour les LD, il y a des grands électeurs. Mais aujourd'hui, on voit que les grands électeurs sont de l'autre côté et qui ne se sont pas positionnés. Moi, je les vois un peu en difficulté comparativement à ce qu'on avait vu, ou même en 2023, où ils étaient au nombre, et encore dans un environnement vraiment difficile où ils pouvaient bénéficier de la victimisation, mais malgré ça, ils s'en sont sortis avec
en tout cas moins de 6 000 voix, 600 000 voix, je me dis, d'accord. Alors, difficile. Paul Arnaud de Guénon, au-delà de, je dirais, de la question des 20% sur lesquels on reviendra, est-ce que vous voyez le même schéma de 2023 se reproduire en 2026? Non, comparaison... Pour les démocrates, bien sûr. Non, ce qui est sûr, hier n'est pas aujourd'hui, et aujourd'hui ne sera pas demain. Et pour finir quand même, avant de reprendre votre question, c'est de donner ma conclusion qui est quoi? Finalement, si on tient compte de la lecture que nous voulons de faire, c'est qu'on a donc cette sensation que le critère des 20% qu'on demande par chaque circonscription, finalement, c'est pas ça qui était le plus important. Le plus important, c'était beaucoup plus qu'on tenait à ce que les gens fassent des accords. Finalement, c'est... Non, l'accord n'est pas obligatoire. Non, je voulais juste... D'accord. Mais je dis que ça donne l'impression, finalement, en réalité, ce n'est pas affaire d'avoir 20% qui tenait aux réformateurs, mais c'est d'obliger les gens à aller faire des accords. C'est votre lecture. C'est des accords. Allons-y. Et donc, non, 2026 ne sera pas 2023. Et... Je l'ai dit la dernière fois qu'on peut faire semblant de l'ignorer ou de ne pas l'ignorer, mais il faut avouer quand même qu'il y a des frustrations de part et d'autre, que ça soit du parti, que ça soit de chez les mouvanciers, que ça soit également de l'opposition. Il faut reconnaître aussi que dans l'opinion, dans la population, il y a beaucoup de frustration dans la façon dont les choses sont conduites. Et d'ailleurs, c'est normal parce que nous sommes à la fin d'un mandat, nous sommes à la fin d'un règne. Et donc, du coup, il y a toujours de bouleversements qui se font. Et j'ai un peu peur que les législatives nous conduisent à des votes sanctions. C'est ça. C'est-à-dire qu'on veut non pas élire les candidats, les vrais candidats démocrates, mais que la population exprime leur mécontentement ou bien leur appréciation plutôt de la gouvernance Talon. Donc on lisse les résultats à travers ça. Et dans cette condition... Et là, vous pensez que dans cette condition, ça va favoriser... Ça pourrait effectivement Est-ce que vous voyez les choses de la même manière, toujours, au-delà de cette victimisation, n'est-ce pas, le fait que, les frustrations, ceux-là qui disent, écoutez, le régime Talon est fini, il faut permettre à d'autres personnes de s'installer parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir de candidats à la présidentielle, qu'on essaie de transmettre, je dirais, ce message au niveau des urnes en ce qui concerne les élections législatives. Vous voyez les choses comme ça? Oui, la fin nous permettra de savoir si c'est vraiment ça. Et même si c'est ça, ce sont des Béninois qui seront... Si effectivement les gens sont mécontents de la gestion actuelle. Et qu'ils déversent leur mécontentement sur le camp Talon et qu'ils profitent au camp des démocrates. Ce seront des Béninois qui seront élus et qui vont rester au Parlement béninois et qui vont travailler avec des Béninois. Donc du coup, dans l'un ou dans l'autre des cas. Mais l'autre chose est quoi? On dit à nos enfants, si vous avez 10, la moyenne, vous passez. Mais en même temps, on dit si vous avez 0 dans une matière, vous échouez. Ça veut dire que quoi? Que si vous avez même 18 dans toutes les matières et que vous avez 0 dans une matière, vous échouez. Mais si vous avez 0,5 dans une des matières et que vous avez même 11, 12 et que vous arrivez à obtenir la moyenne, vous passez. Ça veut dire quoi? On amène nos enfants à aimer toutes les matières, à se donner au-delà du mini. Donc c'est juste ça. On dit, si vous êtes fort et que vous êtes sûr de pouvoir faire les 20%, allez-y. Mais si vous n'êtes pas fort pour pouvoir faire les 20% et que vous ne pouvez pas vous mettre ensemble, dites quand même que je peux aider l'autre à franchir... on dira bientôt que même en classe, il faut aller s'associer avec son non, laissez-moi répondre. Puisque s'il le dit, c'est pas vous, il le dit, ça va, il le dit, j'ai la carapace suffisamment dure pour pouvoir le répondre. Mais maintenant, même si il le dit ainsi qu'on ira demander à nos enfants de se mettre ensemble, non, nous ne sommes pas dans les mêmes cas de figure. C'est vrai que j'ai pris un exemple histoire de dire on demande plus aux autres, donc on peut aussi demander plus à ceux qui ont vocation de nous diriger, parce que c'est eux qui doivent pouvoir essouffler le... Puisque c'est, vous voyez, tout le temps on parle
politique. On parle plus politique. On a même encore jamais parlé d'éducation ou d'autres choses, ou de développement, ou de quoi que ce soit qui concerne les enfants. Mais ça veut dire que c'est à travers eux qu'on lit ce qui se passe. Donc du coup, on doit... Vous voyez que c'est normal d'être un peu plus élevé. On doit vouloir de l'excellence. Et non seulement ça. L'accord de gouvernance dont on parle, je pense que vous soyez démocrate, que vous soyez UPR ou quoi, ou UPR ou BR, au Parlement, vous travaillez ensemble. Il y a des fois où ils se mettent ensemble pour travailler sur des lois. Et ce qu'on veut, c'est juste dire, oui, nous sommes des bosseurs sur un ring, on se donne des coups, mais à la fin, on peut se donner encore une fois, n'est-ce pas, l'accord parlementaire n'est pas obligatoire. Allez, je vais voir comment je vais conduire vraiment ce duo qui a déjà commencé par s'affronter. Alors, il y a un aspect non négligeable, c'est le fait qu'on a 5 partis, n'est-ce pas, 5 formations politiques qui vont en compétition. Est-ce que ce n'est pas aussi de nature à rendre un peu la tâche difficile pour chacune des formations politiques, au-delà des questions d'accord de gouvernance ou d'accord parlementaire et des questions de 20%, parce que là, c'est de nature à émietter d'abord les voix. Bon, alors, je disais, avec ces amis, on discutait un peu ce sujet, et je leur disais que si les démocrates réussissaient à fournir leur dossier et tout, que la probabilité qu'ils soient en liste est très très forte. D'accord. Et pourquoi je disais ça? Je disais que parce que pour les législatives, c'est pas les mêmes conditions que la présidentielle ou bien les communales. Parce que, vous voyez, pour la présidentielle, c'était assez compliqué, parce qu'il suffit juste que les démocrates aient un candidat et, vous voyez, il n'y a pas les critères de 20%. Vous voyez. Et donc, alors que ici, pour les législatives, il y a donc ces critères de 20%. Donc, il y a beaucoup d'atouts sur lesquels on pourrait toujours les contrecarrer, les battre, etc., etc. Donc, ici, le jeu, enfin, on n'a pas forcément besoin de les éliminer tout de suite de la course, mais on peut toujours les rattraper ailleurs. Vous voyez. Donc, ici, quand nous ayons 5 candidats, ceux qui sont derrière, ceux qui ont toujours la force des choses, ont toujours les cartes en main, parce que là, les choses ne leur échappent pas. Ils ont toujours la maîtrise des choses. Ils peuvent toujours les gérer parce que, comme on l'a dit, il y a toujours derrière ce critère de 20% où tout pourra se jouer à ce niveau. D'accord. À part la question de victimisation, est-ce que le détail lié au fait que le parti a eu des difficultés pour la présidentielle, a eu des difficultés également pour les communales, est-ce que ça n'a pas créé une certaine gêne au niveau des militants qui se disent que bon, il n'y a pas, je dirais, grand chose au niveau de cette formation politique et que ça puisse coûter un peu cher au parti, les démocrates? Et je pense qu'on sera unanime sur ça. L'engouement ou la faveur ou l'effet de victimisation ou le fait que les gens criaient, vous allez sentir que ça a chuté, ça a baissé d'un cran. C'est tellement que certains se sont déjà sentis lassés, en tout cas. En tout cas, le vote va déterminer. Vous suivez votre analyse quand même, je vous comprends. Voilà, donc du coup, oui, c'est vrai qu'il y a certains qui ont la facilité de se victimiser, de se faire victimiser, en tout cas, de crier, que ce sont les autres qui les empêchent d'évoluer, que ce sont d'autres personnes qui les tirent vers derrière. Mais l'autre chose qui est là, c'est que il ne faut pas que la joie soit de courte durée, parce que s'il arrivait que ce qu'on a mis au conditionnel arrivait à se réaliser, on va encore victimiser quelqu'un pour ça, on va encore accuser quelqu'un du moins pour ça. Donc du coup, il ne faut pas qu'on se plaise à dire oui, ce sont les autres, Il faut, moi je dis, quand un doute s'élève, il faut le lever contre soi pour voir sa part de responsabilité. Mais votre question, parce que oui, aujourd'hui, on est en train de faire des élections générales. Ce n'est pas une élection qu'on va faire il y a un an après, on va faire l'autre pour qu'on puisse faire le bilan de l'autre pour aller. Et les élections communales et les élections législatives se feront certainement le même jour. Mais regardez, pour les élections communales, il y aura un bulletin avec 3 logos. Pour les élections législatives, il y aura un bulletin avec 5 logos. Donc, la campagne se fera en même temps. La campagne se fera en même temps. Donc, du coup, moi je me dis même que ce serait même difficile pour les gens de pouvoir voter, parce que si c'est 2 bulletins différents qu'il faut aller choisir, donc vous prenez un bulletin, vous voyez 3 et vous voyez 5 là-bas. Même ceux qui veulent faire campagne, ce serait déjà difficile pour eux. Mais quand on finit de dire ça, moi je dis ce sont des élections de proximité.
Et quand on dit élection de proximité, chacun a son camp, chacun a à quelqu'un. D'accord. Alors, il y a sur la liste des têtes, n'est-ce pas, qu'on ne retrouve plus et qui sont, après tout, je dirais, les barons de cette formation politique de l'opposition, notamment les démocrates. On se demande, est-ce que ça ne pose pas, je dirais, un souci de communication également pour le parti au niveau des militants? Parce qu'à un moment donné, on finira par questionner les responsables du parti. Pourquoi nous ne retrouvons pas tel sur la liste? Est-ce que ce n'est pas aussi un autre défi? Ce n'est pas de nature à handicaper le parti, selon vous? Bon, pas handicapé, mais plutôt un défi. D'accord. Plutôt un défi. Et il faut noter que cela s'est beaucoup plus observé dans la partie méridionale. Parce que les grands démissionnaires sont plus dans la partie méridionale. Non, ça va être un défi. Au-delà des démissionnaires, c'est qu'il y a de ces responsables, n'est-ce pas, qu'on n'a plus positionnés et qu'on n'a pas compris. Ils n'ont pas démissionné, mais on ne les retrouve plus sur la liste. Effectivement. Et donc, non, les populations vont leur poser des questions. Vont leur poser des questions, vont leur demander de rendre des comptes par rapport à ça. Bon, ils vont s'expliquer. Et peut-être ça peut être un atout pour eux. Ça peut être un atout pour eux de montrer que, bon, finalement, de voir, nous avons tenu. Bon, il y a eu quelques brebis galeuses en notre sein. On les a évacuées et vous voyez que nous sommes toujours proches de vous. Nous faisons les actions pour vous. Non, je pense qu'ils peuvent transformer cela en grand atout, pour pouvoir vraiment ratisser l'âge. D'accord. Alors, pour les circonscriptions dans lesquelles, n'est-ce pas, on a des démissionnaires qui ont été taxés de tous les noms, qui pour la présidentielle, qui pour, les questions de vote au Parlement et autres, on se dit, est-ce que dans ces circonscriptions électorales, il n'y aura pas une certaine réplique des militants à la base, de ceux-là qui vont sortir voter et dire que, mais écoutez, celui-là venait de telle zone, on l'a vu désormais sur une autre liste. Est-ce que vous ne voyez pas que ça pourrait donner quelque chose? Oui, c'est pour ça que je dis qu'il y aura un bon mélange. Parce qu'il y en a qui ne sont pas positionnés, mais qui feront campagne pour la mouvance. Ils étaient des démocrates. Peut-être qu'ils sont encore des démocrates, je ne sais pas s'ils ont déjà démissionné, mais qui feront candidat pour les élections. Qui feront campagne, merci. Qui feront campagne pour un candidat de la mouvance. D'accord. Quelqu'un comme ça, dans sa localité, quand on viendra parler, je ne vais pas nommer, mais je sais que vous voyez déjà de qui je parle, parce que le samedi, il y a quelqu'un qui a quand même organisé une activité pour le compte d'un candidat pour les élections présidentielles, mais il fut un grand, pour ne pas dire deuxième vice-président des démocrates. Dans sa localité, il est un grand. Il a sa force. Est-ce que quelqu'un viendra parler des démocrates, il va accompagner celui qui va parler des démocrates, ou il ne va pas l'accompagner? Déjà, à ce niveau, il y a un mélange. Il y a des démocrates qui sont aujourd'hui positionnés en mouvance. Ça va se passer comment? Est-ce que les anciens amis démocrates et eux, ça va se passer, et eux-mêmes qui iront parler d'une nouvelle, je ne sais pas, destination, ça va se... Donc, il y aura un bon mélange. Et ce mélange, qui va profiter c'est ce qu'on vous a dit, on le peut à la date d'aujourd'hui. À qui va profiter ce mélange? Alors, ce que je veux dire, je ne me base pas sur des faits réels, donc si je me trompe, vous m'excusez. Mais regardez la plupart de ces personnes-là, de ceux-là qui démissionnent, qui créent le mélange dont nous sommes en train de parler. Vous allez voir que c'est des gens d'un certain âge. Donc, c'est des gens qui continuent de penser que la population est toujours immature, telle qu'ils l'ont toujours pensé. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, je dis, c'est ce que je pense. D'accord. Ce que je pense, c'est que ces élus, ces cadres, ces politiciens restent dans leurs souvenirs. Ont toujours pensé que la population demeure toujours immature depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Ont tendance à oublier que de plus en plus, il y a une certaine maturité au sein de la population. Les choses ont évolué. Vous voyez, et s'ils ne savent pas faire, ils risquent de se mettre à l'évidence que les choses ont véritablement changé. Et ils vont faire des appels, mais les populations ne vont pas les suivre. C'est ça. Alors cette dernière question, toujours liée aux questions de mélange, on se dit les circonscriptions dans lesquelles, n'est-ce pas, au départ, on était opposant, démocrate, n'est-ce pas, et on est élu comme tel. Aujourd'hui, on est positionné sur la liste de la mouvance, parfois dans la même circonscription, d'autres déplacés un peu.
qu'est-ce que ça va donner? Ça va profiter à qui concrètement? Non, je ne dirais pas que ça va profiter tellement à ci ou à ça, mais je dis que les populations risquent de ne pas les suivre. De ne pas les suivre. D'accord. Paul Arnaud Deguenon, merci beaucoup. Delphin Gagana. Oui, l'eau va à la rivière. D'accord, l'eau va à la rivière, quoi. Merci beaucoup, Delphin Gagana. Mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Portez-vous bien.